Cette capsule d'information associée à l'émission Laval en bref, à l'antenne de TVRL, vous est présentée par le groupe Savoie, les Résidences Soleil. Cette semaine, laissez-moi vous parler du crédit d'impôt pour maintien à domicile. Souvent, les gens se posent la question, moi, j'ai simplement que ma pension, j'ai jamais payé d'impôt. Est-ce que j'ai le droit? Oui, toute personne qui a 70 ans et plus a le droit au crédit d'impôt, qui peut donner jusqu'à un montant de 390 $ par mois. C'est ce qui est très intéressant parce que souvent les gens, ils s'imaginent, parce qu'ils ont simplement que leur pension, qu'ils ne peuvent pas demeurer dans une résidence, que ce soit les résidences Soleil ou d'autres résidences. Ça fait que moi, je pense que quand même, ce serait très important que vous vous informiez auprès des conseillers en hébergement, parce que la plupart des résidences en ont sur place. Bonjour, bienvenue à l'émission. Ici Anne-Marie Kerouac. Aujourd'hui, on parlera de plusieurs choses, entre autres différentes campagnes de sensibilisation qui seront lancées à Laval au cours des prochaines semaines. On parlera musique avec des gens du Chœur Sainte-Dorothée, de l'Orchestre symphonique de Laval. On vous parlera aussi de l'exposition Le Noël des chats, une exposition féline qui aura lieu dans quelques semaines. Et aussi des gens qui viendront nous parler de cette nouvelle ligne Info Aidant qui a été lancée la semaine dernière. Bienvenue à Laval en bref. Avec l'hiver qui arrive bientôt dans les prochaines semaines, il y a une habitude que plusieurs personnes ont qui n'est pas nécessairement bénéfique. Pour nous, oui, ça l'est, mais il y a des conséquences plus grandes pour l'environnement et autres, c'est laisser tourner son moteur, ce qu'on appelle la marche au ralenti. Et on va en parler aujourd'hui avec la coordonnatrice de projets spéciaux au service de l'environnement de la Ville de Laval, c'est Marie-Claude Perron. Bonjour. Bonjour. Alors, cette habitude-là, on la fait parce que, surtout l'hiver, on veut réchauffer notre voiture, mais il y a des conséquences importantes qu'on ignore souvent. Oui, il y a des conséquences, en fait, sur l'environnement. Il y a des conséquences pour nous autres, pour notre économie personnelle. Et il y a des conséquences aussi pour la santé publique. Tout à fait. Donc, au niveau de l'environnement, on parle beaucoup que la marche au ralenti, ça cause le phénomène de smog, ça cause le réchauffement climatique, donc la pollution atmosphérique en général. C'est la principale cause de gaz à effet de serre d'origine humaine, donc la marche au ralenti des moteurs. Parce qu'en plus, on parle beaucoup ces temps-ci de la congestion automobile qui est de plus en plus présente à Laval, dans la grande région métropolitaine. Et ça fait rajouter une autre couche à l'émission de monoxyde de carbone. En plus, donc, quand on est dans la circulation, on n'a pas le choix. On ne va pas éteindre notre moteur en plein milieu de l'autoroute parce que c'est au ralenti. Mais quand on est arrêté parce qu'on attend une personne ou simplement on veut réchauffer l'habitacle, c'est un passé si bien. On pourrait le couper et on ferait de grandes économies. Et les gens, souvent, justement, l'hiver, on pense au moteur, on pense au chauffage à l'intérieur de l'habitacle, mais aussi au moteur lui-même. Les gens disent, quand il fait très froid, par exemple, moins 20, moins 30, on doit laisser rouler 10, 15, 20 minutes avant de pouvoir utiliser la voiture, mais c'est faux, ça. C'est tout à fait faux. En fait, si on laisse le moteur rouler 30 secondes avant de démarrer par temps froid, ça va être amplement suffisant pour que le moteur se réchauffe. Ensuite, il faut rouler à une vitesse modérée, donc on n'appuie pas à fond sur le gaz. Ouais. Donc, et ça va être suffisant, le moteur va se réchauffer. L'habitacle va se réchauffer en même temps que le moteur. Et un autre truc pour parvenir à avoir la température idéale pour le moteur, c'est d'utiliser un chauffe-moteur, tout simplement. On le branche, notre véhicule, le soir, toute la nuit. Le matin, on le débranche et on roule doucement. En utilisant ces trucs-là, sur un trajet d'environ 15 km, on peut économiser jusqu'à 15 % d'essence juste en utilisant un chauffe-moteur et en laissant tourner 30 secondes. 15 %, surtout quand on pense au prix de l'essence en ce moment, c'est assez considérable comme économie. Oui, c'est assez considérable. Donc, quelqu'un qui laisserait rouler sa voiture 10 minutes par jour, au bout d'une année, ce serait environ 100 litres d'essence qui seraient gaspillés tout simplement pour aller nulle part. Et au prix de l'essence actuellement, là, à 1,35 $, 1,40 $, donc le calcul est fait 135, 140. Il y a un jour, ça va être 150 $ et plus gaspillés tout simplement pour aller nulle part. Et qui ne sert finalement à rien. À rien, absolument rien. On pense à notre confort, personnel. Et au service de l'environnement de Laval, vous faites des campagnes de sensibilisation régulièrement. Et il y en a une qui commence d'ailleurs au mois de décembre. Oui, décembre. La prochaine, en fait, ça va être du 3 décembre au 14 décembre. Il va y avoir des
des activités de sensibilisation. Donc, c'est une campagne beaucoup axée sur la sensibilisation. On n'est pas là pour taper sur les doigts à personne. C'est vraiment pour faire prendre conscience. Donc, les citoyens vont avoir la chance de discuter avec des employés du service d'environnement sur les conséquences économiques et environnementales dont on a discuté. Dans les centres d'achat, Carrefour Laval, Centre Laval, il va y avoir des personnes. Les stations de métro, il va y avoir des employés qui vont être là aussi pour rencontrer les citoyens. Au collège Montmorency, dans les différents édifices de la ville. Et aussi dans les écoles, on travaille beaucoup avec les écoles primaires, secondaires, parce que les enfants, c'est une excellente façon d'atteindre les parents en réalité, de les influencer positivement. Donc, les écoles qui sont intéressées à participer, ils ont juste à nous contacter, on leur fournit le matériel nécessaire et les enfants, souvent 5e, 6e année dans les écoles primaires, ceux autres, ils se mettent des dossards puis ils vont sensibiliser leurs parents, les chauffeurs d'autobus, on va leur dire des Donc, on les implique dans les activités de sensibilisation activement. Puis ils aiment ça, les enfants, parce que ça leur donne un peu de pouvoir, puis ils aiment ça aller chicaner leurs parents, puis chicaner leurs chauffeurs d'autobus. Donc, les enfants, ils aiment ça, on les implique dans la campagne. Parce que les autobus, ça, c'en est une question aussi souvent, que les autobus qui débutent la ligne, il y en a des fois qui laissent rouler l'autobus pendant longtemps. Très, très longtemps. J'imagine que ça, c'est une cible importante aussi. C'est une cible importante. Donc, avec les enfants, ça passe bien. On espère qu'au fil des années, à force de faire de la sensibilisation comme ça, l'idée va être ancrée, puis on n'aura plus besoin d'en faire autant. Mais pour l'instant, on garde notre campagne là, 2 fois par année, en décembre et en mars. On fait un boom de sensibilisation, bien qu'on en fasse toute l'année, mais particulièrement à ces moments-là. Parce que l'hiver, on parle, c'est le chauffage, et l'été, j'imagine aussi, c'est l'air climatisé dans les voitures. La climatisation dans les voitures, tout à fait. En fait, c'est le même essence qui va être gaspillée, que ce soit pour réchauffer ou pour refroidir l'habitacle. Pour ceux qui seraient intéressés, si on parle des écoles qui seraient intéressées à participer aux activités, comment les écoles vous contactent? Mais ils ont simplement appelé à la Ville de Laval au 311. Ils vont être transférés, dans le fond, la bonne personne au service d'environnement. Et toutes les écoles vont recevoir sous peu toute l'information aussi par courriel avec les formulaires d'inscription. Donc, toute l'information va être là pour les écoles. Et sinon, pour les citoyens de Laval, c'est du 3 au 14 décembre prochain qu'ils pourront vous voir. Ils pourront nous voir et afficher avec nos dossards, aussi aller les rencontrer pour les sensibiliser, remettre des cartons d'informations à ceux qui voudront en avoir. Et être donc plus responsable de leur utilisation de leur voiture. Bien, merci beaucoup, Mme Marie-Claude Perron. Vous êtes coordonnatrice de projets spéciaux au service de l'environnement Ville de Laval. Merci beaucoup. Merci. Les impacts de la violence au Québec se font toujours ressentir et les campagnes de sensibilisation doivent continuer année après année. Au Québec, il y a un organisme qui existe depuis une 50aine d'années presque. C'est l'Association féminine d'éducation et d'action sociale, l'AFEAS. Et il y a une association, donc l'AFEAS à Laval. J'ai en ma compagnie la coordonnatrice, Mme Mariette Gilbert. Bonjour. Bonjour Anne-Marie. Donc, vous œuvrez à l'AFEAS donc dans ces campagnes de sensibilisation pour contrer les impacts de la violence autant chez les femmes, les jeunes et les aînés. Oui, c'est ça. Alors, depuis 1997 que l'AFEAS a développé l'opération Tendre la main, qui se tient du 25 novembre au 6 décembre. Et pendant cette période-là, on fait divers types d'activités pour faire cette sensibilisation, mais aussi pour faire connaître les ressources du milieu. Alors, l'AFEAS se donne aussi ce mandat-là. On n'est pas un organisme de service, mais on essaie d'être la courroie de transmission pour faire connaître les organismes du milieu. Alors, chaque AFEAS local dans son milieu pour ça. Et on a développé aussi dans l'opération Tendre la main le ruban blanc en forme de V inversé. Alors, V inversé pour dire non à la violence. Alors, on le porte. Et ça, c'est l'AFEAS qui a créé ce ruban? L'origine, c'est un groupe de femmes de Saint-Jérôme, mais on a repris ce ruban parce qu'il convenait bien à ce qu'on voulait dire comme message. Et alors là, on le diffuse et maintenant, il est très, très connu à travers la province pour ces 2 semaines de sensibilisation-là. Et vous le mentionnez, donc ça commence le 25 novembre. Oui.
Quelles seront les activités pendant ces 2 semaines ici à Laval? Bon, à Laval, on a pris un peu d'avance parce qu'on a eu une invitation du Centre communautaire Petit Espoir pour animer un atelier qui s'appelle « La violence, ça nous regarde ». Et c'est sur comprendre et agir. Et alors, j'ai eu cette activité-là le 7 novembre. Alors, on a pris un peu d'avance, mais on en a profité pour distribuer les petits cartons ressources, la documentation, les rubans blancs, pour que les gens qui ont eu l'atelier... Préparer les gens c'est ça. Alors, qu'ils soient déjà prêts pour la grande campagne. Et pour la suite, bien, ce qu'on compte faire cette année particulièrement, c'est d'inviter tous les groupes qui voudraient porter le ruban blanc en V inversé. Alors, ils peuvent communiquer avec la FEAS pour demander des rubans, puis on va se faire un plaisir. Ou s'ils souhaitent aussi avoir des activités, c'est sûr que si on a des demandes, on est toujours intéressé aussi. Donc, vous êtes ouvert pour proposer des activités à différents organismes pendant ces 2 semaines. Alors, ça peut être une activité symbolique, comme ça peut être un atelier sur le sujet. On en a développé autant pour les jeunes, pour la population en général, que pour les gens plus âgés. Alors, Et ça se déroule dans quels endroits? Dans les écoles, avec les jeunes? Selon ce que les gens nous demandent, là, on s'adapte au lieu, au temps, au groupe qu'on a devant nous. Alors, on l'a déjà fait avec une maison des jeunes, on l'a déjà fait au Centre des femmes. Et c'est ça, on s'adapte. Et l'objectif de ce qu'on fait, nous, c'est pas que les femmes deviennent des intervenantes. C'est tout simplement de réaliser, de détecter. Alors, quels sont les signes qui peuvent nous laisser penser que quelqu'un vit de la violence et comment pouvoir supporter cette personne-là si elle en manifeste le désir? Comment lui faire savoir que si elle a besoin, on est là? Alors, il ne s'agit pas d'être des intervenantes, il s'agit... comme je disais, dans le fond, d'être un peu aussi une courroie de transmission, faire connaître les ressources. C'est la première étape, la reconnaissance. Oui, c'est ça. Alors, la reconnaissance. Et vous allez référer la personne dans d'autres services. Toujours. Puis parfois, ça peut être de garder les enfants quelques heures ou faire le taxi ou tout simplement être une oreille. Parce que aussi, il faut que parfois, pour que le cheminement de compréhension de la violence se fasse, il faut que les personnes puissent s'en parler, être écoutées et être crues. Parce que parfois, c'est silencieux parfois et les signes ne sont pas toujours évidents. Et si la personne, quand elle veut en parler, ouvrir la porte, elle n'est pas crue, elle va se taire. Alors, Parce qu'on le voit souvent dans les histoires, les tristes histoires de violence conjugale, par exemple. Des gens, des fois, du voisinage vont dire « Ah, on n'aurait jamais pensé ça. De l'extérieur, tout avait l'air tranquille. » C'est ça. Et c'est ça, souvent, s'il y a des femmes ou des hommes ou des enfants qui seraient dans des situations de violence, de l'extérieur, les gens pensent qu'il n'y a pas de problème. Donc, comme vous le mentionniez, on ne les croit pas. On dit, ben non, tu inventes ça. Bien, c'est ça. Il a l'air tellement bien. Ou si c'est entre jeunes, mais ce jeune-là, ça a l'air d'être tellement un bon petit gars, une bonne petite fille. Oui, mais c'est parce qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Puis, il faut écouter la personne, la référer au bon endroit et eux vont être en mesure de savoir, de déterminer l'ampleur du problème et tout ça. Alors, d'apporter vraiment une aide. Mais si les gens autour ne sont pas présents, bien, le délai risque d'être plus long et tout peut être beaucoup plus dramatique. Oui, la personne reste isolée. C'est ça, c'est ça. Alors, le fait d'être averti, aussi de faire savoir qu'on ne tolérera pas la violence autour de soi aussi. Je pense que c'est important pour que les gens disent « Ah oui, c'est vrai, est-ce que mon comportement est adapté? »
Et cette grande campagne donc, de sensibilisation qui va commencer le 25 novembre, ça se fait à l'échelle nationale, dans presque toutes les villes du Québec et même jusqu'à Québec à l'Assemblée nationale. Oui, c'est ça. Alors, depuis une dizaine d'années, la FEAS a un partenariat avec l'Assemblée nationale. Alors, il y a un déjeuner avec les députés. Alors, cette année, c'est le 29 novembre, le déjeuner avec les députés. Et la marraine de l'événement à l'Assemblée nationale. Elle va d'ailleurs présenter une motion à la période de questions. Mais la marraine, c'est Mme Suzanne Proulx, la nouvelle députée de Sainte-Rose et adjointe à la ministre, adjointe parlementaire à la ministre en conditions féminines, qui va être la marraine pour l'événement. Alors, le 29, si vous voyez des députés apparaître dans les bulletins de nouvelles et des choses comme ça, il y a des fortes chances qu'ils vont porter le ruban blanc en V inversé. Et l'an dernier, je sais qu'il y a même des députés fédéraux qui l'ont porté. Alors, ça va se répandre à travers le pays. C'est ça, c'est ça. Et c'est un ruban, c'est ça. Alors, c'est le ruban pour dire non à la violence. C'est un ruban qui a été développé ici, chez nous, au Québec, pour dire non à la violence. La violence, c'est toujours inacceptable. Alors, je rappelle que cette grande campagne va débuter le 25 novembre pour donc se continuer pendant 2 semaines. Et ceux qui, à Laval, seraient intéressés par vos activités à la FEAS, ils peuvent vous rejoindre au 450-972-7976. Vous contactez aussi par courriel fmgilbert@hotmail.com. Madame Mariette Gilbert, coordonnatrice de la FEAS Laval, merci beaucoup d'être venue nous parler. Bien, c'est moi qui vous remercie de nous permettre de diffuser notre message. Merci. Cette année à Laval, il y a un grand anniversaire. C'est les 40 ans du Chœur de Sainte-Dorothée. Et pour en parler et pour vous annoncer les concerts qui viendront dans les prochaines semaines, j'aime en ma compagnie 2 des choristes du chœur, Madame Geneviève Boéchat et Madame Hélène Gaudreault. Bonjour. 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 Alors, vous chantez dans ce chœur Sainte-Dorothée depuis plusieurs années, chacune. Et cette année, donc, je le disais, vous avez célébré les 40 ans de ce chœur. Vous avez célébré quand même en grand. Oui, on a eu un grand concert au mois de juin pour célébrer cet anniversaire. Qu'est-ce que vous chantez dans les concerts? Type de pièces? Type de pièces. Ça peut être des chansons de films, ça peut être des chansons très populaires, ça peut être des chansons de grands artistes qu'on va chercher, comme on a chanté à un moment donné Charles Aznavour. Fait que c'est pour ça, tu sais, on peut chanter Brel, on peut chanter n'importe quel Donc pour chanteur. Le public, ça va chercher aussi tout le monde, les intérêts de... C'est varié. On chante en français, en anglais. Parfois, il y a une chanson en italien, en espagnol. Mais à chaque concert, on a toujours une chanson en langue africaine. Toujours 1 ou 2 chansons en langue africaine. C'est quand même un défi pour les choristes. En Swahili, comme là, on en a une en Swahili. Fait que c'est pour ça. Fait que c'est intéressant de voir les langues tout à fait qu'on peut apporter, tu sais. Ça vous fait apprendre aussi à vous-même des langues, une façon de chanter différente. Ça nous fait travailler les méninges. Oui. Parce que c'est pas évident de le chanter parce que les syllabes, il y a des fois, il y a 3 lettres d'écrit, mais il faut que tu le prononces seulement qu'avec 2, tu sais. Oui. Fait que c'est pour ça. Chaque langue a sa sonorité aussi, donc ça change la façon de chanter. Et là, justement, en parlant de concert, vous avez un grand concert qui arrive dans les prochaines semaines, le 2 décembre, votre grand concert de Noël. Qu'est-ce que les gens vont venir entendre le 2 décembre? Les chants pas mal traditionnels de Noël. On a toujours l'Alléluia d'Handel qu'on chante, puis qu'on rend très bien. Après ça, on va chanter Sa berger, Nouvelle agréable, tu sais, en plus des chants anglais qu'on apporte aussi. Fait que on a le Jubilate Deo qui est en italien. On a l'Ave Maria aussi, qui est en italien. Pas en italien, en latin. En latin. Fait que, tu sais, c'est plaisant de voir qu'on chante de toutes les langues. Oui, et puis là aussi, on a du classique plus traditionnel pour Noël, mais on a aussi des chansons plus rythmées, rock. Alors, il y a de Noël, toujours. De Noël, avec la thématique toujours de Noël. le thème de Noël. Oui. Donc, c'est le dimanche 2 décembre. 2 décembre, à 14h30 à l'église Sainte-Dorothée.
Et les billets sont en vente à l'église même, ouais. sur place. Les gens peuvent se rendre, il va y avoir des billets à la porte, c'est 15 $ et c'est gratuit pour les enfants en bas de 12 ans. De 12 ans. Et sinon, s'il y en a qui connaissent des choristes, vous en vendez aussi? Bien, c'est ça, les choristes en vendent. On a tant de billets à vendre et puis... C'est votre grand concert. Et le prochain grand concert, vous en donnez souvent quand même? Oui, des on concerts a quand dans même, différentes églises à Laval et ailleurs même. Plusieurs concerts dans d'autres paroisses. On en a un le 25 novembre à Saint-Laurent, à la paroisse Notre-Dame des Bois-Francs. On en a un à Pont-Vieux le 16 décembre, à la paroisse du Bienheureux Saint-François-de-Sales. Et puis dans des résidences aussi, on donne des concerts. Et vous avez toujours le grand concert annuel au mois de juin, comme ce que vous avez fait pour célébrer les 40 ans cette année. Oui. Où là, vous avez votre répertoire complet de musique. Là, on en reparlera dans quelques mois, on en reparlera. Ça, oui. Et sinon, on invite les gens donc à se rendre à l'église Sainte-Dorothée le dimanche 2 décembre, 14h30, 15 $ à la porte et gratuit pour les enfants. De 12 ans et moins. 12 ans et moins. Madame Hélène Gaudreault et Geneviève Boéchat, merci beaucoup et bon concert. Merci. Bien, merci beaucoup. Déménager dans la vie, c'est pas toujours drôle, surtout quand on passe d'une grande maison à un espace un peu plus petit et surtout quand on est un peu plus âgé, que ça fait longtemps qu'on habite dans la même maison ou qu'on doit se séparer. Et il y a quelqu'un ici à Laval qui a eu l'idée d'offrir de l'aide à ces gens et c'est Isabelle Maillat. Bonjour. Bonjour Anne-Marie. Vous avez donc créé cette année votre toute nouvelle entreprise Maillabelle parce que vous avez vu qu'il y avait des besoins chez ces gens dont je parlais qui doivent quitter une maison et qui, physiquement ou émotionnellement, ne sont pas nécessairement très solides pour le faire seuls. Effectivement. C'est pas évident quand on est âgé, dans le fond, de tout penser à l'organisation. Il y a beaucoup de choses à penser. Penser à vider les garde-robes, juste de monter dans l'escabeau, vider les bois, tu sais, faire les bois, puis tout ça, les lever, puis tout ça. C'est toutes des choses qui demandent quand même une certaine force. Puis c'est fatigant aussi pour ces gens-là de penser que ça fait 40 ans qu'on habite à la même place, puis là, on s'en va dans plus petit, dans un endroit souvent qu'on ne connaît pas. Ça arrive des fois qu'ils réussissent quand même à se placer dans le même quartier, mais ça peut arriver aussi qu'on est complètement dans un autre quartier, complètement différent. Alors moi, c'est d'accompagner ces gens-là, les aider dans le fond à mieux s'organiser, à voir ça moins gros. Souvent, les gens, ils voient ça tellement gros parce que c'est comme par où ils commencent. Puis s'ils partent de grand à plus petit, qu'est-ce qu'on apporte? Tu sais, des fois, ces gens-là, ils ont accumulé des meubles quand même, puis il y en a qui sont gros, il y en a des plus petits, mais il y en a quand même qui sont gros. Puis est-ce que ça fait dans le nouvel appartement, qui souvent, ça va être soit un 3,5, soit un 4,5, bien, comment on fait pour gérer ça? Puis tranquillement, pas vite, apprendre à se détacher. Ça, c'est pas évident. C'est ça, faire la délimitation entre ce qui est utile et ce qu'on veut garder juste par l'attachement qu'on a traîné ces objets-là pendant toute notre vie ou presque, et de s'en départir, c'est difficile. Oui, c'est pas évident. Puis ça fait notre sécurité. On s'en rend pas compte, c'est parce qu'on vit là-dedans tous les jours, puis ça fait... Mais ça fait quand même notre sécurité, tout ce qu'on a accumulé, puis on s'est habitué à ça. Puis là, bien, il faut changer. Puis, tu sais, on en parlait tantôt, c'est moins évident quand on est plus on avance en âge, il faut se l'admettre quand même, là. Plus c'est dérangeant quand il faut qu'on change d'endroit, quand il faut qu'on s'adapte. Quand on perd ses repères aussi. Oui, exactement. Alors moi, je fais vraiment cette attention-là d'aider les gens à faire franchir cette étape-là d'une façon plus sereine. Ça, c'est vraiment mon objectif. Donc, ça se passe, vous arrivez dans la maison, vous aidez les gens à premièrement déterminer ce qui est important? Oui. Bien, moi, ce que je fais, c'est ça, c'est que je prends des petits collants, puis je fais le tour avec eux autres, puis je regarde qu'est-ce qu'ils pensent, eux autres, qui ne pourraient pas se passer, qu'il faut absolument qu'il y ait ça dans leur nouvelle habitation pour être bien. Fait qu'on met les petits collants, puis on laisse ça comme ça, puis on regarde toutes les autres choses qu'il y a à faire aussi. Mais ça, c'est la première étape que je fais avec eux, voir leurs besoins aussi. Puis après ça, bien, je m'en vais, puis les gens, en restant dans cet espace-là où il y a plein de petits collants, des fois, ça arrive que les gens me rappellent, puis ils font « Isabelle, finalement, ce meuble-là, là, je me rends compte que j'y tiens pas tant que ça. » C'est comme juste le fait d'avoir mis des collants, ça a fait ressortir des choses, puis ça leur donne plus l'occasion, en vivant dedans, de faire comme, OK, ça, oui, ça, non. Il y en a d'autres, des fois, j'ai mis un collant, puis ils veulent l'enlever, ou d'autres fois, ils n'en ont pas mis à un, puis finalement, ils se rendent compte, celui-là, finalement, il tient beaucoup. C'est déjà une forme de recul dans leur propre maison. Oui, exactement.
Ouais. Mais pour eux, est-ce que c'est facile de faire affaire justement avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas ou des fois ils se disent hey, qu'est-ce que tu viens faire dans mes choses? C'est pas évident. Ouais. C'est pas évident. Ça, c'est vraiment... Puis c'est normal. Je pense que c'est normal qu'on soit gêné. Les gens sont gênés. Puis il faut vraiment oser, dans le fond. Il faut penser vraiment à tout le stress que ça va nous enlever, toute l'énergie que ça va nous permettre d'avoir pour faire autre chose, pour s'occuper d'autres choses. Mais effectivement, c'est une étape à passer. Mais il faut essayer de le franchir. Il faut vraiment faire le pas puis oser appeler. Vous l'avez fait avec des gens déjà oui. Cette étape se franchit ça se franchit bien. Bien, c'est sûr, quand on me rencontre, c'est comme ouais, on est super contents. C'est comme je suis tellement sympathique. Ça va super bien. Non, mais sérieusement, oui, c'est sûr qu'il faut franchir le pas. Je me suis occupée aussi d'une personne qui s'est séparée. Ça aussi, c'était pas évident. Puis elle a osé m'appeler puis faire comme, écoute, je pense que j'ai vraiment besoin d'aide. Déjà qu'on se sépare... Émotivement, c'est pas évident. Assez... Puis ça a super bien été. Puis elle m'a tellement remerciée. Après, elle a dit, écoute, je suis tellement contente, ça s'est fait. Puis quand je suis partie de chez elle, toutes les boîtes étaient défaites, ses cadres étaient installés dans sa nouvelle maison. Ce qui fait que ça lui a permis de vivre ce moment-là vraiment plus sereinement, plus harmonieusement avec elle-même, puis avec son nouvel entourage, dans le fond. Plus facilement passer à l'autre étape. Oui. C'est vraiment l'objectif que je veux atteindre, là, aider ces gens-là là, à mieux vivre ça. Donc, pas seulement d'accompagner les personnes âgées, mais tous ceux qui auraient besoin de... Bien, qui vivent, comme tu dis, divorce, séparation. Oui, tu sais, qui vivent une situation, dans le fond, où ils ont un deuil à faire, que ça soit des choses matérielles, que ça soit d'un emplacement, tu sais, d'un lieu. C'est de les aider à mieux franchir cette étape-là. Je pense que c'est possible de le faire. Et vous offrez donc ces services à tous les gens de l'île de Laval? Oui, Laval ou environ, oui. Vous pouvez vous déplacer effectivement, assez loin. Oui. Et au niveau de déménagement, est-ce que vous aidez à coordonner avec des déménageurs? Oui. Moi, je prends vraiment tout en charge. Mais c'est sûr qu'on peut faire aussi... J'ai une liste de choses qu'on peut faire, parce qu'il y a des clients, des fois, qui peuvent me dire, bien, ça, moi, je vais m'en occuper. Par exemple, les changements d'adresse. Il y a beaucoup de changements d'adresse à faire. Bon, ça, ils peuvent s'en occuper. Fait qu'il y a des choses, des fois, qui peuvent être dirigées différemment que juste vers moi. Puis, mais sinon, je peux tout coordonner aussi. Je suis vraiment flexible à ça. Vraiment, dans le fond, là, ce que je veux, c'est que la personne, elle se sente bien dans cette étape-là, puis qu'elle le fasse de façon vraiment plus, comme je répète ça tout le temps, sereine, mais c'est vraiment ça. Qu'il n'y ait pas un déchirement profond. À essayer. Je pense que c'est possible. Fait qu'on essaie de voir ses besoins, je vois ses besoins, puis je m'adapte. Je m'adapte vraiment. Il y a des gens qui ont des enfants. Les enfants vont vouloir aider. Parfait. Comment, moi, je peux faire en sorte que toute l'organisation de ce déplacement-là se fasse harmonieusement? Les gens peuvent vous contacter. Avez-vous un site Internet? Ils peuvent aller au www.info@mayabel.ca. Donc, mayabel.ca. Oui, mayabel.ca. Ou info, l'adresse courriel. Oui, c'est ça, c'est ça. Excusez-moi. On va tout l'écrire bien. Oui, je pense que ça va être mieux. mayabel.ca. Oui, ça, c'est vrai que c'est mon... C'est quand même un service, surtout, on pense à la population qui est vieillissante. C'est un service essentiel pour favoriser ce changement d'environnement pour des gens qui en ont besoin. Isabelle Maillat, vous êtes fondatrice et directrice de ce service. Mayabel, merci beaucoup d'être venue nous en parler. Merci beaucoup. Après la pause, votre vitrine communautaire. Un peu plus tôt dans l'émission, je vous parlais d'un anniversaire qu'on célébrait cette année qui était le Cœur Sainte-Dorothée, mais il y en a un autre, dans un autre domaine tout à fait différent, qui sera célébré en janvier prochain 2013. C'est les 20 ans de l'Association des aphasiques de Laval, des personnes aphasiques de Laval, oui. Et pour en parler et parler surtout d'une activité qui aura lieu samedi prochain, 17 novembre, j'ai avec moi la directrice Colette Beauregard, bonjour. Bonjour. Et la présidente du conseil d'administration, Mme Lise Béliveau, bonjour. Bonjour. Alors, je le disais, cette association va célébrer ses 20 ans en janvier, déjà 20 ans. Et vous, Mme Beauregard, vous êtes déjà là depuis une quinzaine d'années. Et c'est une grande évolution pour cette association qui a commencé tout petite. Oui, a commencé. Quand moi, je suis arrivée il y a 15 ans, il y avait seulement 9 membres. Et maintenant, on est rendu plus de 160. Donc, ça évolue constamment. Parce qu'on va en parler un peu plus tard.
les personnes atteintes d'aphasie, il y en a aussi de plus en plus. Et pour que les gens situent un peu l'aphasie, on pense souvent que c'est une maladie, mais non, c'est plutôt une conséquence. Oui, c'est ça. C'est des séquelles relatives à un AVC, majoritairement AVC. Ça peut être un traumatisme crânien, ça peut être une hémorragie cérébrale, mais la majorité des cas, c'est l'AVC qui atteint la zone de la communication qui cause que la personne devient aphasique. Et souvent, la personne aphasique est paralysée du côté droit. Donc, si vous croisez quelqu'un, le côté droit paralysé et qui a de la difficulté à s'exprimer, c'est probablement une personne aphasique. Donc, c'est ça, le symptôme principal, c'est l'élocution, qu'on ne peut pas s'exprimer. Ils ont de la difficulté. Il y a différents cas, là. Il y en a différents stades. Il y a aussi, différents... Moi, il n'y en a pas deux pareils. Ouais. L'atteinte est très différente. Il y en a qui cherchent leurs mots, il y en a qui sortent le mauvais mot, il y en a qui ne parlent pas du tout, il y en a que ça ne paraît pas, sauf quand ils sont fatigués. Donc, chaque cas est vraiment différent. Et chez vous, à l'association, c'est surtout, ce que vous voulez, c'est de réunir ces gens et de leur dire, vous n'êtes pas seuls dans votre situation, par le biais de toutes sortes d'activités que vous proposez à vos membres. Oui, c'est exact. Effectivement, on a plusieurs activités qui les font sortir de leur isolement, si vous voulez. Et puis, moi, j'appelle ça mes petits miracles, dans le sens que ces activités-là apportent vraiment du nouveau dans leur vie. Et je vous donne l'exemple, c'est que quelqu'un qui ne veut pas dire son prénom, bien, à un moment donné, est capable de dire son prénom. Et quelle belle réussite pour cette personne-là. Et ces personnes-là, entre eux autres, aussi communiquent de façon exceptionnelle. Ils se comprennent très, très bien. Et même nous, on arrive à les comprendre. Alors, donc, c'est la force du groupe qui va les aider à cheminer rapidement aussi. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est une très belle famille. C'est plus qu'une association. On est une famille réunie, solidaire dans tout ce qui peut arriver. Puis, tout le monde s'aime dans cette association-là. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Et le type d'activité que les gens peuvent faire quand ils vont chez vous? Bien, écoutez, le lundi, je ne vous donnerai pas le calendrier au complet, mais le lundi, il y a de la menuiserie. Imaginez-vous pour les hommes comment ça peut être dynamique de dire hey, « je suis capable de faire quelque chose ». En menuiserie, on a un très bon professeur là-dessus. Pour les femmes, on a des activités de créativité aussi. Alors, ces personnes-là font du vitrail, ces personnes-là font des colliers, des choses comme ça. On a le tissage, on a la peinture. Les toiles sont extraordinaires. Maintenant, on a le Brain Gym. Le Brain Gym pour stimuler le cerveau. Et ça, c'est valable autant pour les personnes qui sont aphasiques que pour les personnes qui ont été victimes d'un AVC qui ne sont pas nécessairement aphasiques. Ça fait travailler le cerveau et c'est ce qui permet finalement d'évoluer dans leur maladie. C'est une continuité aux thérapies, si vous voulez. Tout à fait. Et on le fait avec des gens qui sont comme nous, ce qui fait que, comme je le disais tout à l'heure, on est poussé par les autres. Et bon, je le disais, cette association fête 20 ans. Il y a eu un grand changement quand même, j'imagine, vous l'avez vu aussi au cours de vos 15 ans, au niveau de la clientèle touchée par, que ce soit l'aphasie ou les AVC. C'est malheureux parce qu'on sait qu'il y en a de plus en plus et ça touche des gens de plus en plus jeunes. Mais auparavant, on mettait l'AVC aux personnes de 65 ans et plus. Maintenant, on réalise qu'il y en a la quarantaine, il y en a nos nouveaux clients sont des jeunes et ça nous force à nous renouveler, à trouver des actions ou des ateliers pour les motiver parce qu'on leur dit la vie n'est pas finie, là. Tu joues maintenant avec un nouveau jeu de cartes dans les mains. Tu peux pas rien faire, donc il faut l'accepter, mais il faut aussi, nous, de notre côté, leur offrir des ateliers stimulants qui les forcent de sortir chez eux puis qu'ils aient le goût de venir chez nous. Parce que c'est ça, il arrive, quand tu souffres de ça, tu es porté à t'isoler. Tu es porté à penser que tu es le seul au monde comme ça. Quand ils arrivent chez nous, ils ont un gros choc. Ils ont dit « Oh, il y en a d'autres comme moi. Oh, il y en a des pires. Ah, il y en a des mieux. » Mais regardons ça, ils ont du fun, eux autres. Comment ça? Fait que là, leur perspective change complètement.
Et on voit des gens qui arrivaient tristes et penauds et sortir, c'est nos plus joyeux lurons. Maintenant, ils jouent des tours. C'est merveilleux à voir, ça. Puis comme, surtout chez les jeunes, j'imagine, il y en a beaucoup qui travaillent encore aussi. Là, ce ne sont pas des retraités là, à 40 ans. Qui travaillaient, je devrais dire. Travaillaient. Parce qu'après l'AVC, c'est beaucoup plus difficile de retourner. Ils peuvent retrouver une certaine forme d'activité aussi autre que c'est ça qu'on cherche à les aider. Parce qu'auparavant, vous savez, une personne qui faisait un AVC avait 3 ans de service, soit en physiothérapie, orthophonie et ergothérapie, et ça a été coupé à 3 mois. Donc, ces gens-là retournent chez eux non outillés, leur vie est chamboulée et ils ne savent pas quoi faire avec leur corps, leur nouvelle vie, ils ne sont pas prêts à ça. Autant le conjoint que la personne même, les deux sont perdus dans tout ce système-là. Et là, nous, on arrive... Quand eux autres ils ont terminé leur traitement, l'hôpital juif de réadaptation nous réfère tous les cas, que ce soit AVC ou que ce soit AVC avec aphasie ou sans aphasie. Et là, c'est là que notre rôle devient très important parce qu'ils sont dans le vide, ils n'ont aucun support. Tout à fait. Comme vous le dites, c'est de leur fournir les outils pour progresser aussi, pour que leur vie, finalement, continue de façon positive et non... Ah, ma vie est terminée. Et justement, pour vous encourager dans vos activités, vous avez besoin de soutien financier et vous faites de grandes activités de collecte de fonds 2 fois par année. Et vous en avez une qui arrive dans 2 jours, le 17 novembre, cette grande soirée de danse. Qu'est-ce qu'il y aura donc au menu de cette soirée? Bon, écoutez, c'est samedi le 17 en tant que tel. C'est une soirée d'ensemble. Mais il va y avoir aussi... C'est de la musique rétro, je pourrais vous dire, c'est rétro surtout, mais il va y avoir aussi de l'animation, il va y avoir quelques jeux et tout ça. Et donc, nous, on a besoin du soutien des gens dans ce sens-là pour venir nous rencontrer à cette danse et avoir du plaisir. Dans le fond, vous nous aidez, mais vous avez du plaisir aussi. Alors, oui, on a besoin de fonds parce que c'est pas facile, la vie d'aujourd'hui. Là, hein? On est toujours à court de sous. Mais oui, venez nous rencontrer, venez avoir du plaisir avec nous. C'est notre but, c'est ce qu'on recherche. C'est pas simplement de lever de fonds, c'est aussi un plaisir sain. Et qui s'adresse aux membres de l'association et à tout le monde. À tout le monde. À toute la population, oui. Toutes les personnes qui sont libres samedi soir, là, entre 8h et minuit, là, entre 20h et minuit, ça nous fait plaisir de les accueillir. Et ça va se dérouler donc au pavillon du Boisé-Papineau. Oui. Ouais. Qui est sur boulevard Saint-Martin-Est dans Duvernay à Laval. Et les billets sont en vente sur place ou les gens peuvent... Sur place, ou ils peuvent m'appeler au 450-937-3666 pour réserver leurs billets parce qu'on a une quantité maximale de 200 personnes. Et ou sur place, ou sur réservation, moi, je vais leur réserver les billets pour leur donner le soir même parce qu'on est quand même assez restreint dans le temps. Oui, c'est ça. Mais il y a encore quelques places. Mais il y a possibilité, il y a encore de la place en masse. 30 $ l'entrée et, comme vous l'aviez mentionné, c'est de la danse, il y aura de la nourriture, une grande soirée de plaisir. Permis de boisson. Ah, bon! Donc, ça reflète bien l'ambiance qui règne à l'association tout au long de l'année, ambiance joyeuse, festive. C'est donc samedi 17 novembre, dès 20h, au pavillon du Boisé-Papineau. C'est 30 $ et donc on a les renseignements, l'information, on la rajoutera ici, 450-937-3666. Madame Colette Beauregard, Élise Béliveau, merci beaucoup et bonne soirée de samedi. Merci. Merci beaucoup. Depuis quelques années, le terme « proche aidant » fait partie un peu de notre réalité, surtout grâce au travail acharné de Chloé Sainte-Marie avec son mari Gilles Carle. Mais le service aux proches aidants, ces gens qui travaillent acharnement auprès de leurs proches malades, est assez manquant et on avait besoin d'un organisme pour les appuyer. Et c'est justement l'appui aux proches aidants qui est tout récent, qui a été créé au Québec et à Laval aussi cette année. Et pour parler des services et surtout de la ligne Info Aidant, j'ai en ma compagnie 2 personnes très impliquées dans cet organisme. C'est Mme Diane Lavergne, qui en est la directrice générale. Bonjour. Et Diane Lauzon, qui est conseillère aux proches aidants. Bonjour. Bonjour. Alors, je disais, le terme proche aidant, on l'entend.
Mais c'est des gens qui travaillent très fort, souvent assez de leur côté, isolés, et on a besoin de les appuyer. Oui, je pense que c'est la raison pour laquelle le gouvernement du Québec a décidé d'investir là, pour mettre en place les organismes, les appuis pour les proches aidants. En fait, il va y avoir un appui dans chacune des régions du Québec. À Laval, on est en place depuis tout juste 1 an. Et le rôle de l'appui, c'est vraiment de venir en aide à ceux et celles qui, sans compter leur temps, prennent soin d'une personne âgée à domicile au quotidien. Ça, c'est un travail quotidien, 24 heures, avec des gens qui n'ont pas nécessairement les ressources pour le faire. Tout à fait. Et vous, comme conseillère, justement, votre rôle, c'est de leur fournir les ressources, surtout pour savoir comment bien le faire, ne pas s'épuiser à la tâche. Absolument, parce que la réalité d'un proche aidant, ça peut être très varié. C'est-à-dire que ça peut commencer doucement par quelques tâches, un déplacement pour aller chez le médecin, chez la coiffeuse, mais éventuellement, ça peut devenir la préparation au repas, l'aide à l'habillement. Alors, à mesure que la perte d'autonomie augmente, les ressources de l'aidant diminuent. Alors, c'est là qu'elle a besoin d'autant plus d'aller chercher des ressources et de l'aide pour la raison, dans le fond, qui est la ligne Info Aidant et l'appui. Justement, cette ligne qui a été donc mise sur pied il y a quelques semaines. Oui, en fait, c'est même la semaine dernière, c'était le grand lancement là, pour tous les appuis. En fait, c'est un service conseil, une ligne Info Aidant. Le souhait, c'était d'avoir une ligne dans chaque région. Alors, d'avoir quelqu'un qui est à proximité, une conseillère au proche aidant. À l'Appui Laval, c'est Diane Lauzon qui répond au téléphone et qui connaît les ressources du milieu, puis qui est en mesure à ce moment-là d'aider la personne qui, des fois, ne sait plus trop par où commencer, en fait, de se dire, bien, j'ai un numéro de téléphone où je peux appeler puis obtenir toutes les ressources qui sont disponibles pour moi à Laval. Et des ressources, il y en a beaucoup. Il y en a dans le réseau de la santé, auprès des C3S, il y en a dans les organismes communautaires. Et là, on parle de différents types de ressources. Ça peut être soit juste de l'information, ça peut obtenir de la formation aussi. Des fois, les proches aidants ont besoin d'apprentissage, d'apprendre sur la maladie, d'apprendre sur comment je me sens, comment je vis ça. Alors, ils peuvent avoir de la formation, du soutien psychologique aussi. Alors, parce que des fois, ça peut devenir très lourd. Puis du répit aussi. Il y a beaucoup de services de répit où vraiment, là, en ce moment, il y a quelqu'un qui peut venir à la maison prendre soin de la personne, de l'aîné qui est malade, alors que le proche aidant peut aller pendant quelques heures, un petit peu, respirer, puis prendre soin de lui aussi, c'est important. Et on sait que les proches aidants seront de plus en plus essentiels aussi dans notre système de santé au cours des années à venir avec la population vieillissante aussi. Oui. Et pour ça qu'il faut encourager cette ressource et encourager ceux qui veulent le faire en leur disant, vous vous lancez là-dedans, mais on peut vous aider à bien vous occuper de cette tâche. Absolument. Alors, la ligne d'Info Aidant, c'est, à vrai dire, une véritable porte d'entrée vers la multitude des ressources locales. Alors, c'est un service qui est un outil complémentaire à tous les services qui sont déjà en place pour faciliter l'accès des proches aidants, justement, dans ces ressources. Alors, c'est une ligne téléphonique, un service téléphonique professionnel, personnalisé, bilingue, donc d'écoute, d'information et de référence. Alors, son objectif est d'accompagner, de soutenir l'aidant dès le début et tout au long de sa trajectoire d'aidant. Est-ce que les gens peuvent vous rappeler? C'est vous-même, donc, qui allez répondre à Laval? Oui, c'est ça. Alors, j'ai développé une bonne expertise et j'ai une bonne expertise et aussi développé une bonne connaissance des ressources, donc une connaissance fine de l'ensemble des ressources locales pour faire à la fois, lorsque l'aidant va appeler, pour pouvoir lui offrir d'abord et avant tout une bonne écoute. Donc, ensuite, pouvoir l'aider, l'accompagner à bien identifier ses besoins et par la suite, donc, le référer à la ressource le mieux appropriée. Et vous parliez d'accompagnement. Est-ce que les gens pourront vous appeler régulièrement? Oui, absolument. Avec un suivi. C'est justement ce qu'il y a de particulier avec la ligne, c'est que c'est personnalisé en ce sens que
Dès le début, on va pouvoir faire un lien, on va pouvoir voir, je vais pouvoir vérifier avec la personne si je la réfère à tel service pour le moment, au moment où elle en a besoin, si ça convient, si ça ne convient pas. Elle me rappelle ou je la rappelle pour voir qu'est-ce qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas et ensuite continuer à faire d'autres suivis, d'autres ressources. Donc, vraiment un suivi personnalisé, ce qui est de particulier. Donc, Et ça pourra, comme vous le venez de le mentionner, vous aider à mieux évaluer les ressources qui existent et manquantes à Laval. C'est une raison aussi de... Et c'est un des mandats de l'appui pour les proches aidants, c'est qu'en fait, on a 2 mandats, celui de la ligne Info Aidant. Et le deuxième mandat, c'est qu'on est aussi un bailleur de fonds. Alors, on va financer des services auprès des organismes à but non lucratif de Laval qui s'occupent des proches aidants. Alors, c'est sûr qu'on va faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de services disponibles. Puis, on va être aussi, avec la ligne et nos partenaires là, à Laval, être en mesure de cibler qu'est-ce qu'il faut mettre en place, qu'est-ce qui manque, puis de le financer. Alors, c'est un beau projet. Et selon vous, bon, depuis quelques années, il y a eu des changements. Qu'est-ce qui serait la prochaine étape? Qu'est-ce qui manque le plus pour les proches aidants? C'est sûr qu'en ce moment, l'urgence est vraiment au niveau du répit. Il y a vraiment beaucoup de demandes au niveau des services de répit. Les gens attendent malheureusement parfois trop longtemps avant de faire appel à des services qui existent déjà. Alors, ils s'épuisent, ils s'isolent aussi beaucoup à la maison. Alors, ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir les aider tout au long du parcours, mais d'essayer de les aider le plus tôt possible aussi au moment où ils commencent à avoir des besoins. C'est pour ça qu'on invite vraiment les gens à appeler rapidement la ligne Info Aidant, ne serait-ce que juste pour obtenir un petit peu d'informations pour commencer, puis éviter peut-être de se rendre à un épuisement qui fait en sorte qu'on a besoin de beaucoup d'heures de répit, mais du répit, il y en a, puis on va faire en sorte qu'il y en ait de plus en plus. Et ce répit est offert par des gens des C3S? Oui, en fait, c'est sûr que le réseau de la santé là, offre du répit, mais il y a aussi des organismes communautaires à Laval qui en offrent. La Société Alzheimer, par exemple, qui offre du répit. À l'ALPA, qui est un organisme aussi pour les proches aidants à Laval. Mais toutes ces ressources-là aussi se retrouvent sur notre site Internet. Oui. Alors, vous pouvez avoir sur le site Internet l'appuilaval.org toutes les ressources. Le bulletin de ressources est déjà disponible sur le site. Il y a un onglet aussi questions-réponses. Alors, des fois, ça peut être un bon début d'aller commencer par aller regarder ce qui se fait à Laval, puis à ce moment-là, d'appeler aussi la ligne si c'est de faire appel aux ressources avant d'être rendu au bout du rouleau, de dire là, je suis plus capable, je veux arrêter. Oui, parce que c'est une réalité. Moi, je trouve que c'est une réalité qui nous touche tous parce que on va tous vieillir. Alors, un jour, soit on va avoir besoin d'un proche aidant pour nous aider, ou on va devenir le proche aidant de quelqu'un, ou on l'est déjà. Alors, ça concerne vraiment tout le monde. Moi, je rappelle cette ligne, donc Info Aidant. On va mettre donc ce numéro 1-855-852-77-93 et votre site l'appuilaval.org. Oui. Il y a Mme Diane Lauzon et Diane Lavergne, 2 Diane, oui. Donc, directrice générale, et vous, la conseillère, qui va répondre directement. Merci beaucoup d'être venue nous en parler. Mais merci de nous avoir invités. C'est la période de Noël qui approche à grands pas. Et Noël, souvent, on voit l'arrivée de plein de salons, que ce soit des salons pour, comme les métiers d'art à Montréal. Et il y avait quelque chose, justement, à Montréal, depuis les 20 dernières années ou presque, qui a maintenant déménagé à Laval. C'est le salon, le Noël des chats. Et on a avec nous une des organisatrices qui est membre du Club félin de Montréal. C'est Mme Sophie Thibault. Bonjour. Bonjour. Accompagnée aujourd'hui de Mystica. Oui. Qui est un Cornish Rex. Oui. Qui est une race bien spéciale que vous élevez aussi à Laval. Oui, à Laval, oui, absolument. Donc, ce salon, on va d'abord parler de ce salon, le Noël des chats, presque un titre de film. Oui. En fait, ça va être la 25e édition du Noël des chats. Il va y avoir pas loin de 200 chats, une centaine d'éleveurs. Le public va pouvoir au moins admirer, questionner tous les éleveurs sur place. Il y a au moins facilement une trentaine de races différentes. Ce qui est très agréable pour comprendre et connaître quel animal va vraiment plaire à la famille. Tout à fait, parce que ça s'adresse à des gens qui peuvent déjà avoir un chat à la maison ou qui sont à la recherche de la race idéale pour eux. Autant pour les amoureux des chats, autant pour ceux qui sont curieux aussi de découvrir des races autres que les races qu'on est habitué aussi. Puis de voir aussi des juges en action, faire des jugements. C'est assez différent comme jugement. C'est pas comme les chiens où est-ce qu'on fait parader les chats. Non, c'est pas comme ça. Chaque juge analyse et valide. Elle a vu
quelque chose. Regarde le chat par rapport aux conformités de sa propre race. Puis, il choisit son meilleur, le premier, le deuxième, il les positionne comme ça. Un peu comme la pureté de la race. Oui, absolument, par rapport aux standards spécifiques de chacune des races. Il y a aussi des exposants, c'est très plaisant. Vous allez avoir une vingtaine de stands d'exposants. Vous pouvez trouver des petits cadeaux de Noël pour vos chats. Pour les animaux. Pour les animaux, de la nourriture. Il va y avoir aussi M. Filion, éducateur. C'est un spécialiste en comportement félin, ce qui est très agréable. Donc, quand vous avez des petits problèmes, des petites questions, il va être sur place aussi. Vous pouvez poser vos questions. Puis il va y avoir aussi des petites conférences. Oui, c'est ça que j'allais dire, des conférences. Oui. Très, très intéressant, oui. On penserait pas... on pense que le chat est un animal pas intelligent, mais très indépendant mais ses comportements sont souvent très explicables par rapport... Oui, on peut analyser les comportements et on peut les associer à quelque chose de très précis. Oui, donc on est capable de corriger certains comportements très intéressants. Il va y avoir un vétérinaire sur place aussi du Centre vétérinaire Laval, qui est le gros hôpital sur la 440. Là. Donc, c'est la deuxième édition à Laval, parce que comme je l'ai dit en introduction, ça se passait à Montréal, à la place Bonaventure. Et là, à Laval, vous faites ça à la place Forzani. Oui, c'est en plein ça. C'est tout nouveau comme édifice, très facile d'accès, tout près de la 440, entre l'autoroute 13 et l'autoroute 15. Donc, c'est immense, c'est très bien, très, très bien aménagé. L'année passée, c'était notre première expérience. Puis, comme on a bien aimé ça être à Laval, on renouvelle l'expérience cette année encore. Tout à fait. Ça sera donc le premier week-end de décembre? Oui. 1er et 2 décembre. 1er et 2 décembre. De 9h à 17h? De 9h à 17h, les 2 journées. Puis, à chaque journée, il y a 5 juges. Donc, chaque juge va vraiment... c'est comme un peu une compétition pour nous. Donc, c'est intéressant aussi parce que souvent, les juges vont expliquer la race en même temps qu'ils regardent si le chat répond au standard. Fait que les visiteurs peuvent être assis en avant du juge puis voir les particularités de la race. Et justement, si on faisait un petit exercice de jugement un petit exercice de Mystica. Mystica, elle a déjà son titre de grande championne canadienne. Oui. Bon, bien, ici, c'est un Cornish Rex originaire d'Angleterre. Le Cornish est un petit chat quand même, il pèse seulement 5 livres. Donc, c'est un chat très, très élégant, très, très haut sur pattes, avec le dos arqué, très longue queue. Une tête en forme d'œuf avec un nez, un profil romain très, très, très important. C'est très nécessaire d'avoir ça. Et des oreilles proéminentes et très bien montées. Et le pointage au niveau du Rex Cornish, il gagne son pointage par rapport à sa fourrure. Parce qu'il a la fourrure tout frisée. Ondulée. Et c'est naturel, c'est pas une permanente. Ouais. C'est vraiment naturel et c'est les particularités du Cornish Rex d'avoir... Et au niveau des couleurs, est-ce qu'on juge les couleurs aussi? Non, en fait, c'est tout dépendant des races. Mais pour le Cornish, toutes les couleurs. Toutes les couleurs sont autorisées. Ça, ici, c'est une femelle calico, 3 couleurs, un peu comme les chats d'Espagne. Donc, mais vous en avez de toutes les couleurs. Et le Cornish Rex sera présent au Noël des chats? Oui, absolument, absolument. Une de ses filles va être présente, là, une petite femelle brune et blanche va être présentée au Noël des chats. Vous l'avez dit, il y a une trentaine de races de chats. Il y en a beaucoup, j'imagine, qu'on connaît moins aussi parce que il y en a beaucoup qu'on connaît moins parce que l'Association féline canadienne, maintenant, est rendue à peu près avec une 50aine de races reconnues au Canada. Donc, il y a souvent des nouvelles races comme le Savannah ou des races comme ça qui sont comme acceptées à travers les années et la demande à travers les générations. Donc, c'est ce qui est intéressant. On va avoir à peu près une trentaine de races. Donc, une occasion d'acheter une race de chat qui n'est pas dans le... qui est moins commune. Ouais. C'est ça, c'est en plein ça. Donc, du sphinx au persan, il y en a pour tous les goûts. C'est ce qui est agréable. Là, tout à fait. Bien, je rappelle, ça sera donc les 1er et 2 décembre à la place Forzani à Laval. Et pour ceux qui veulent, l'entrée, c'est combien l'entrée pour le salon? L'entrée, c'est à peu près, je pense, 10 $ par adulte. Il y a des forfaits famille aussi, 2 enfants, 2 adultes là, à l'entrée. Donc, parfait. Donc, vous présentez entre 9h et 17h, 1er et 2 décembre, le Noël des chats pour célébrer Noël un petit peu avant l'heure. Un petit peu d'avance. Se faire un cadeau d'avance. Oui, se faire un petit cadeau. Madame Sophie Thibault, vous êtes donc membre du Club félin de Montréal et éleveur de Cornish Rex. Merci beaucoup et merci à Mystica. Qui a bien fait ça. Oui. Merci. Merci.
On termine cette émission de Laval en bref aujourd'hui tout en musique en vous présentant un concert qui aura lieu samedi prochain, 17 novembre, présenté par l'Orchestre symphonique de Laval. Et j'ai en ma compagnie pour en parler la responsable des communications, Andréane Laframboise. Bonjour. Bonjour. Alors, ce concert, c'est donc samedi, 17 novembre à 15h à la chapelle Mont de la Salle, c'est ça? Oui, tout à fait. Et ça fait partie d'une grande série qui est à l'orchestre depuis 2 ans, la série Les Chambristes. Oui, en fait, c'est une série qui a débuté en 2010, vraiment avec la vision d'Alain Trudel, le directeur artistique, de vraiment former une série qui met en vedette les musiciens de l'orchestre. Donc, vraiment, c'est une série qui permet un peu l'échange entre le public et les musiciens, puis aussi tout ça dans un milieu vraiment convivial. Tout à fait. Il y a encore plus dans ce lieu de la chapelle où là, le public sera très, très proche des musiciens. Oui, puis en plus, c'est vraiment un très beau site que les gens ne connaissent pas très bien à Laval, mais c'est vraiment une magnifique chapelle avec vraiment toute pleine de décorations. C'est vraiment un beau lieu pour justement favoriser l'échange. Et qu'est-ce qui sera au programme de samedi? Alors là, c'est un concert qui met justement en vedette le quintet à vent. Ça s'appelle Souffle européen et ça va faire un peu un panorama de la musique européenne pour la formation du quintet à vent. Donc, on rappelle que le quintet à vent, c'est la flûte traversière, la clarinette, le hautbois, le basson et le cor français. Puis les musiciens, bien sûr, Marie-André Benny, Lise Beauchamp, Martin Carpentier et Michel Bété et Jocelyn Veilleux. Ce sont les premières chaises, dans le fond, de l'Orchestre symphonique de Laval. Qui se retrouvent là en petite formation. Oui, peut-être qu'eux n'ont pas l'occasion souvent de jouer les 5 ensemble. Non, c'est ça. Fait que ça aussi, pour les musiciens, c'est super intéressant parce que là, ils développent justement le jeu. Parce que les musiciens, quand ils jouent ensemble, ils communiquent par les yeux, ils développent une espèce de complicité entre eux. Alors, ça permet aussi de créer une plus grande complicité dans l'orchestre et entre les musiciens. Par la suite, quand eux retourneront dans l'orchestre, ils seront plus tout à fait pareils, j'imagine. C'est ça. Exactement. Oui. Et donc, il y a une proximité aussi avec le public dû au lieu, mais il y a aussi une rencontre que vous proposez après le concert. Oui, en fait, c'est qu'on a décidé de faire ça le samedi après-midi, justement pour que ça soit... Bon, les gens, en général, sont en congé le samedi, ils sont plus relax. Ouais. C'est à 15h avant le souper et le concert dure 75 minutes. Puis à la suite, on propose à ce que les gens partagent leur impression avec les musiciens. Fait qu'ils vont être là parmi eux. Puis on va offrir aussi café, biscuits, juste pour que justement la discussion se fasse mieux. Ce qu'on a rarement l'occasion de faire quand même quand on va avoir des concerts classiques, surtout orchestre, parce que là, ils sont plusieurs. C'est ça. Mais là, c'est un contact plus intime avec ces musiciens. Et sinon, il y aura aussi d'autres concerts dans cette série qui suivront cette année. Absolument. Au mois d'avril, le 6 avril 2013, on va aussi avoir le même type de concert, alors, mais là, cette fois-ci, avec un quintet de cuivre. Donc, avec 2 trompettes, un tuba, un trombone et le cor français qui revient. Qui fait les deux. Exactement. C'est le seul... comment on pourrait dire? C'est vraiment un instrument qui est hybride un peu, qui à la fois dans les deux formations. Caméléon. Oui. Et donc ça sera au mois d'avril, on en reparlera éventuellement. Mais sinon, pour ce concert, donc, c'est samedi 17 novembre à 15h dans ce lieu magnifique, et comme vous l'avez mentionné, la chapelle du Mont de la Salle, qui est située sur quelle rue? C'est sur boulevard des Prairies. En fait, c'est à l'école. Il y a l'école Mont de la Salle et à l'intérieur de l'école, il y a cette chapelle-là qui vaut vraiment la peine d'être vue. Alors, et les gens peuvent se procurer des billets sur place ou à l'avance? Oui, absolument. À la salle André-Mathieu, la billetterie 450-667-2040. Alors, la plupart des gens connaissent déjà. Ouais. Alors, voilà. Les habitués. Oui. Et sinon, le site de la salle André-Mathieu, ou sinon, ils peuvent aller sur le site de l'orchestre. Oui, pour avoir toutes les informations sur le programme complet, sur les musiciens. Vous allez tout avoir ces informations-là sur notre site Internet. Qui est www.osl.qc.ca.
l'Orchestre symphonique de Laval. Et vous reviendrez très certainement dans les prochaines semaines nous présenter le grand concert de Noël aussi qui aura lieu en décembre. Oui, alors là, cette année, on change un peu de concept. Alors, c'est Noël sur le Danube. On vous emmène dans une espèce de croisière musicale avec la soprano Lynn Fortin qui va chanter des airs d'opéra et d'opérette, comme par exemple La Veuve joyeuse, l'air de La Veuve joyeuse. Il va y avoir des airs des Noces de Figaro. Alors vraiment des beaux airs là, que les gens aiment entendre, qui sont connus. Puis ensuite, on va avoir à l'orchestre, il va avoir le beau Danube bleu, la Moldau. Il va aussi avoir un peu de Wagner. Mais vraiment, là, ça va être un beau concert, vraiment enveloppant, chaleureux, pour débuter le temps des fêtes. Ouais. Oui. Et on en reparlera, donc vous reviendrez nous en parler en décembre. Sinon, c'est samedi 17 novembre à la Chapelle, le Mont de la Salle, ce concert Souffle européen du quintet avant, du quintet, oui c'est ça, l'instrument avant. Donc, Adrienne Laframboise, merci beaucoup d'être venue nous en parler. C'est déjà tout pour Laval en bref de cette semaine. Je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, vous pouvez nous écrire à info@tvrl.ca. C'était Anne-Marie Kerouac avec vous. Portez-vous bien et à la semaine prochaine.